Voilà, donc l'enregistrement, moi je vais rester là, comme ça. Donc voilà, donc il y a toute l'équipe. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? Tout va bien, super. Donc je suis donc avec Cécile Barraud de Lagerie, nous sommes avec Cécile Barraud de Lagerie, qui est designer textile et illustratrice basée à Bruxelles et qui nous a rejoint ce soir en chair et en os et qu'on est super contente de retrouver. Et on est avec Xavier, donc le réalisateur du MOOC, qui a fait tout le travail de réalisation de A à Z, images, captation d'images, montage, son. Normalement, on ne fait pas tout ça, Xavier, je crois. Non. Enfin, c'est pas une seule et même personne qui fait tout. Donc voilà, nous sommes ravis. Et peut-être pour commencer ce rendez-vous, on a reçu quelques questions aussi sur le Padlet. Et comme c'est toujours un peu compliqué, la première question, il y en avait une qui m'intéressait particulièrement. Donc, je vais la poser au nom de la personne qui l'a posée. Commence, je l'ai fermée. Qui était quelle issue Non, je rigole. Ça, on le parlera à la fin. C'est celle-là. C'était par où avez-vous commencé pour élaborer ce MOOC, le recrutement des intervenants, la définition des objectifs pédagogiques et la définition du public. Donc, par où on a commencé, Lisa? Peut-être on peut raconter un peu comment on a commencé à travailler sur ce MOOC. Oui, bien sûr. Tu veux que je te laisse Vas-y, allez. Bonjour à tous. Déjà, je ne vous ai pas dit bonjour. Peut-être, je pense qu'en fait, l'histoire qui est racontée dans ce MOOC, elle est assez sincère. Je ne sais pas si vous vous rappelez du tout début du MOOC où on se présente un petit peu, Marion et moi, et où Marion explique donc qu'elle s'intéressait en tant que designer à l'usage des outils numériques dans la petite enfance. Et le MOOC, il est né au moment où on s'est rencontrés, où Marion travaillait sur ce sujet-là et où elle me parlait. Moi, voilà, je suis plutôt du côté sciences cognitives, neurosciences, développement de l'enfant. Et elle me disait que voilà, elle voyait qu'il y avait une grande inquiétude de la part des enseignantes avec lesquelles elle travaillait, des familles qu'elle interviewait à ce sujet-là. Et elle me demandait un peu, mais en fait, vous, du côté scientifique, qu'est-ce que vous en dites, quoi? Qu'est-ce qui se passe niveau recherche? Et moi, j'ai commencé à faire un peu des recherches et j'ai vu que on n'était pas, enfin que voilà, c'était vraiment des recherches qui étaient en cours, mais qui correspondaient pas forcément à ce qui était connu du grand public ou que ces recherches n'étaient pas toujours vulgarisées, on va dire, de la bonne manière. Et donc progressivement, on s'est dit qu'on avait envie de créer un projet autour de ça. Et je pense qu'après, c'est aussi un peu né du fait qu'on travaillait au CRI et que Xavier, tu faisais déjà des MOOC. Et donc voilà, donc ça, ce sont les prémices. Et peut-être maintenant qu'on va laisser la parole à Xavier. Bon, qu'est-ce que tu as dit? Déjà dire que tu as un petit peu, c'était pour histoire que tout le monde finisse par nous rejoindre, mais ça y est, je crois que tout le monde est arrivé. Et dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais au CRI et qu'est-ce que c'est qu'un MOOC et qu'est-ce que c'est qu'un la MOOC Factory, tout ça en même temps. Ah oui, d'accord. Ouais, on est comme ça, nous. Ça, je ne vous apprends rien. Un MOOC, c'est un programme pédagogique, mais qui est animé. C'est un programme vidéo, mais sa particularité, c'est qu'il est animé. Il est animé pendant un certain nombre de semaines sur France Université Numérique ou d'autres plateformes qui sont prévues à cet effet. Donc, si on reprend les deux termes, donc programme pédagogique et animation. Donc, le programme pédagogique, lui, il doit être en amont élaboré par, en l'occurrence, Marion et Lisa. Donc, ça, c'est ce programme-là. Elles viennent avec un scénario, elles viennent me voir, et puis moi, j'essaie de mettre en scène toute cette affaire-là. Alors, évidemment, elles ont très, très bien travaillé, elles avaient tout découpé, et comme elles sont un tout petit peu obsessionnelles, surtout Marion, elles avaient évidemment très, très bien découpé l'affaire. Donc, je n'avais plus grand-chose à faire, à part, et puis en plus, elles ont casté les intervenants. Moi, j'ai essayé de chercher, et puis en plus, il y avait tout le travail de Cécile, donc tous les codes couleurs et tout ce qui peut créer un cadre. Parce que l'idée, là, ensuite, c'est de faire de la vidéo qui soit à peu près correcte, parce que c'est parce qu'on fait de la pédagogie qu'on doit faire des choses pas très chouettes. Donc, on essaie de faire, alors on n'a pas non plus des caméras à 35 000, mais on a quand même des trucs vraiment bien. C300, 5D, on travaille avec des Canon et tout ça. On a toujours deux axes, un plan large et un plan serré.
Et puis un son tout à fait correct, voire complètement correct, parce que ça c'est très important. Donc, je crois qu'à chaque fois qu'on produit quelque chose en vidéo, même pour la pédagogie, et surtout pour la pédagogie, il faut essayer d'y mettre à la fois les moyens, à la fois techniques et puis esthétiques, même si je sais qu'à chaque fois on dit « on ne fait pas de l'art ». Eh bien si, moi je pense à Jouvet, qui disait « il faut mettre un peu de vie dans son art, il faut mettre un peu d'art dans sa vie ». Et c'est à peu près ça. Donc voilà où on en est. Et puis sinon, c'est un travail vraiment d'équipe pour que d'abord les réponses ne soient pas fleuves et qu'on ne s'ennuie pas pendant la lecture de ce programme pédagogique. Donc voilà, je crois que je suis allé à peu près où il fallait. Il y a aussi tout ce qui est sound design dessous et tout ça, donc ça veut dire un mixage, une fois que le montage est fini, puisqu'on fait ça aussi. Et puis l'idée, nous, au CRI, c'est au studio MOOC, donc c'est de rien externaliser, enfin le moins possible dans la production pour éviter les retards, pour éviter j'ai pas eu le temps, j'étais en Espagne. Et pour éviter tout ça, on essaie de travailler ici, en règle générale. On a même un studio de musique en bas où on produit carrément toutes les musiques des programmes pédagogiques qu'on fait. Voilà, je crois que je suis tout dit. Merci Xavier. Okay. Et on a la chance d'être avec Cécile ce soir. Ouais, pour Cécile et Pip, ouais. Et donc Cécile, est-ce que tu peux te présenter un petit peu même si oui, alors comme tu disais tout à l'heure, à la base, je suis designer textile et petit à petit, je suis devenue illustratrice et le lien entre les deux, je pense que c'était vraiment le motif et la couleur. Est-ce que tu veux que je parle Cécile, on a de la chance d'avoir Cécile qui nous a rapporté beaucoup de ses dessins pour que vous voyez en fait voilà, le making of. Je peux expliquer comment j'ai comment tu as travaillé, puis si tu veux l'illustrer en même temps, je pense que ce sera génial. Donc en fait, j'ai commencé vraiment à travailler sur ce projet à partir de la couleur. Je voulais vraiment que ce soit la colonne vertébrale du projet. Et du coup, Marion m'avait vraiment bien expliqué voilà, quelles étaient les thématiques, quelles étaient un peu les questions cruciales. Et donc du coup, j'ai commencé d'abord par la gamme colorée. Je pense que c'est une des choses qui m'a pris vraiment plus de temps parce que je voulais vraiment qu'on ait... que l'idée du numérique et l'idée de l'enfance, de la petite enfance, soient visibles et que l'ensemble fonctionne vraiment bien à la fois par binôme de couleurs et en ensemble. Et du coup, forcément, l'idée du numérique n'est pas du tout associée aux mêmes couleurs que celle de l'enfance. Donc, du coup, je vous ai ramené... voilà, donc ça c'était mes premières, ça c'est mes recherches en peinture donc de couleurs. Donc en fait, je suis vraiment partie de deux axes pour avoir quelque chose de vraiment cohérent. Donc après avoir hésité vraiment beaucoup de temps sur est-ce que je mets des couleurs de bébé ou pas, j'ai quand même décidé de les garder, mais en les modifiant. Donc les couleurs un peu layettes typiques, donc ce bleu très pâle, ce rose très pâle et ensuite ce mauve. Donc, je me suis dit que c'était vraiment important d'avoir quelque chose de doux et qui puisse connoter la petite enfance. Et ensuite, l'idée, évidemment, c'était d'articuler ça avec des couleurs vraiment plus vives, parce que quand on pense aux couleurs qui sont liées au numérique, c'est rarement des couleurs pastel ou des choses comme ça. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre un bleu très vif et un rouge assez saturé aussi. Et ensuite, j'ai articulé avec une espèce de bordeaux aubergine comme ça, et un orange, on ne voit pas très bien, mais il marche très très bien avec tout l'ensemble. Donc c'était vraiment l'idée d'articulation. Donc voilà, ça c'est vraiment la colonne vertébrale du projet. Donc une fois que j'avais fait ça, j'avais une grosse partie de mes soucis qui s'étaient envolés parce que du coup après ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint plein de motifs et plein de fonds. Donc là c'est vraiment mes restes. Parce qu'il faut savoir que tout a été fait à la main par Cécile. En fait, c'est pas la tablette graphique sur ordinateur. C'est ça, j'ai tout fait à la main. Donc ça, vous voyez, c'est le reste de mes papiers découpés. Voilà. Et il y a aussi une partie de motifs. Là, ici, que j'ai découpé. Voilà. Oups, ça glisse. Et là, vous allez voir un peu des restes d'illustrations non validées. Donc, on voit des neurones, des écrans, des choses comme ça. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai travaillé à la main parce que déjà, j'aime bien. Et ensuite, je trouve que en travaillant à la main et en découpage, on obtient une simplification des idées et
de ce qu'on essaye de communiquer qui marche vraiment très bien. Et en plus de ça, comme l'idée après c'était d'animer sur After Effects, je voyais un peu où je voulais en venir. Donc voilà, je vous ai ramené des originaux, donc des illustrations donc avec tous les éléments qui sont collés. Donc il y a des plus ou moins grands formats. Ça, c'est la fracture numérique. Voilà. J'en ai plein. Je ne vais pas tout vous montrer, mais en gros, voilà. Je pense qu'on voit bien l'idée donc vraiment de simplification par le découpage et le fait que la gamme colorée fonctionne à la fois en binôme de couleurs et en ensemble. Donc voilà, le fait de découper, je pense qu'on a cette espèce d'efficacité qui marche quand même assez bien. Voilà. Et là, on a toute la planche avec tous les outils. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est Ovaom. Oui. Voilà, les différentes bornes. Ça doit être Cubeto. Lilemo, je pense. Et ça, c'est Cubeto. Cubeto, Voilà. Exactement. Voilà, donc je ne sais pas si on arrive à reconnaître. En bas là. Hop, là. Voilà. Là, je suis sur Ovaom. Voilà. Et Cubeto. Là, c'était Cubeto, Donc, voilà. Ovaom. Voilà. Ouais. Et puis en haut, les éléments qui s'assemblent. Voilà. Donc voilà. Donc la première partie, c'était vraiment la couleur. Ensuite, les motifs, mais ça, c'était une partie moins importante. Et ensuite, le fait de faire à la main et de découper, il y avait vraiment une idée de simplification des idées qui étaient développées dans le MOOC. Mais voilà. J'espère que c'est clair. Il y a Daphné Hamilton qui est là et qui veut nous poser une question. Bonjour, oui, du coup. Moi, je me demandais qui pouvait faire un MOOC, parce que je serais intéressée par faire le Master R l'année prochaine au CRI, par exemple. Et si je voulais à ce moment-là participer à un projet de MOOC, ce genre de choses. Xavier, comment ça marche Oui. Enfin, comment ça marche? C'est-à-dire qu'on en produit, je ne sais pas, 3 ou 4 dans l'année. Et puis, ça dépend de la politique du CODIR d'ici. Mais sinon, oui, pourquoi pas. Ouais, on aime beaucoup collaborer. Mais bon, toujours pareil, ouais, si le sujet, si vous avez un scoop. En fait, je crois que le plus important, et c'est ça que Xavier soulève, c'est vraiment le sujet. L'explication du sujet, pourquoi un MOOC, pourquoi vouloir faire un MOOC, de quoi vous allez parler et quels vont être, je sais pas, vos 5 premiers intervenants. Nous, on a commencé, on avait une liste de 12 intervenants, on a fini à 39, parce qu'à chaque fois qu'on allait voir, en fait, un intervenant, il disait non, mais il faut absolument que vous allez voir telle personne. Et donc, du coup, bon, à un moment, il faut s'arrêter. Donc, on ne prétend pas que ce MOOC est exhaustif, mais en tout cas, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait aussi, la sélection des intervenants. Et c'était parce qu'on savait qu'on avait un certain nombre d'intervenants sûrs, qu'on savait aussi qu'on pouvait produire un MOOC. Donc ça, c'est intéressant aussi. Après, il y a des MOOC aussi qui se font avec il y a un seul enseignant ou 2 qui parlent. Voilà, c'était pas du tout notre objectif parce qu'on était aussi à la frontière avec le MOOD, donc le Massive Open Online Documentary. C'était une des si vous revenez en tout cas au débat de l'épisode 1, enfin du lancement en tout cas du MOOC, on est désolé pour la qualité d'ailleurs du son, mais il y a François qui parle vraiment de cette question, donc François Tadé, notre directeur au CRI, qui parle vraiment de cette question du mood, qui est fait qu'en fait le MOOC que vous avez regardé est entre le cours et le documentaire, et on espère en tout cas que vous l'avez ressenti comme ça. C'est-à-dire que ça vous apporte un certain nombre de connaissances, mais en même temps, il y avait presque un fil narratif qui venait vous raconter une histoire et aussi une qualité apportée voilà, au son, à l'image. On a travaillé avec Cécile aussi pour rendre aussi le cours un peu ludique, agréable à écouter et à regarder. Voilà, c'est comme ça. Il y a Didi Raconte. Je ne suis pas sûre que c'est votre prénom, mais c'est comme ça que vous vous appelez. Allez-y, Didi, on vous écoute. C'est mon micro. Oui, bonjour tout le monde. Je vous parle du Québec, Canada. Donc, moi, ici, c'est encore l'après-midi. Je suis en début d'après-midi. Oui, effectivement, il y avait un côté très documentaire, très agréable aussi à regarder, ludique, mais aussi, moi, je m'installais, là, puis j'étais à la fois comme entre guillemets, au cinéma qu'on ne fréquente plus, mais aussi, il y avait beaucoup de contenu d'apprentissage. Et justement, ma question, c'est par rapport à ça. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans l'élaboration de ce MOOC-là?
Moi, j'ai une réponse, mais peut-être Lisa pourra compléter. Moi, je dirais que c'est le temps. Le temps, parce qu'en fait, travailler sur un projet comme ça, c'est très, très chronophage et que c'est pas notre activité. Enfin, on n'a pas fait que ça à plein temps. Donc, c'était de prendre les rendez-vous, de pouvoir gérer nos emplois du temps, de pouvoir aussi comptabiliser même le temps que Xavier passait, savoir dialoguer entre nous pour qu'en fait, on puisse avoir des moments ensemble et des moments où on travaille chacun de notre côté. Mais toute cette question de savoir combien de temps ça prend à produire. Et c'était, pour moi, ma plus grande difficulté, ça a été cette gestion un peu du temps et de la temporalité, sachant qu'en plus, on a la crise du Covid qui est venue au milieu de la réalisation. Pour vous donner une idée, on était censé sortir ce MOOC au mois d'octobre. Et il est sorti en janvier. Donc, on a pris tout simplement 3-4 mois de retard, qui sont les 3-4 mois de confinement qu'on a eu. Voilà. Non, oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Marion sur cette difficulté. Je pense qu'il y a eu au départ dans la réflexion en amont, donc on n'a pas travaillé toute seule sur l'ingénierie pédagogique avec Marion, on a eu plusieurs ingénieurs pédagogiques qui ont travaillé avec nous. Héloïse, que vous connaissez, qui en ce moment anime et fait un travail incroyable. Et on a travaillé avant avec Léonore Tournebeuf aussi, qui nous a vraiment aider à identifier les personnes auxquelles s'adressait ce MOOC et quel était le type d'information qu'on avait envie de leur délivrer, quel était le niveau de langage à utiliser, comment faire pour transmettre ce qu'on voulait, qui n'était pas seulement de l'information, mais aussi cet éveil à l'esprit critique. Et donc, je pense que ça a été peut-être pas la plus grande difficulté, mais ça a été pour moi l'enjeu principal de ce MOOC. Et je pense, après, on partagera sûrement ça avec Xavier à la fin, c'était de réussir à boucler, quoi, de se dire, ça y est, maintenant, on arrête, on ne recorrige pas une 12e mille fois l'épisode. Voilà. On a été un petit peu tatillonne sur beaucoup de détails et Xavier a été très, très patient avec nous. Je pense que ce n'est pas le cas de tous les réalisateurs de MOOC. Non, mais ce qu'il faut, c'est essayer d'apprendre à... Il faut poser le pinceau à un moment, parce que sinon, ça ne veut plus rien dire. Et puis, c'est pas grave qu'il y ait des erreurs, si tant est qu'il y en ait, le moins possible, si possible, mais ça, c'est pas embêtant. Non, mais pour revenir à la production, ce qui me semble important, c'est d'abord, quand on veut faire un MOOC, déjà, il faut faire l'état de l'art. Si vous faites le énième MOOC qui existe, on s'en fout. Donc, il faut essayer d'apporter quelque chose vraiment de fort. Et puis ensuite, essayer de prendre beaucoup de recul et de voir quelle est la somme de matériel vidéo que vous aurez à traiter, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais il y a quand même un problème de rush qui sont quand même assez conséquents. On ne tourne pas en 4K, heureusement, mais on tourne en 1920 par 1080, donc c'est de la HD, c'est quand même de l'ordre de... Ce sont des terras, là, c'est plus des gigas de rush, et il faut les doubler tous les soirs, parce que si vous avez un disque dur qui casse, vous cassez tout le travail en même temps. Donc, et ça peut casser, c'est pour ça qu'on n'a pas de gens sur Mars, parce que l'informatique, ça ne marche pas. Enfin, pas tout le temps. C'est fiable, ouais, mais pas à 100%. Donc voilà, donc il faut tout doubler, et ça, c'est quand même c'est du temps, mais c'est aussi de l'argent, parce qu'il faut pouvoir s'acheter des disques durs et être suffisamment solide pour pouvoir continuer, et puis avoir de bons ordinateurs aussi, parce que c'est un an, puis on n'a pas que ce projet, il faut techniquement, c'est quand même un bout, et il faut faire attention de ne pas se retrouver dans une tempête. Si, ça a été quoi ta plus grande difficulté? Ton plus grand challenge, peut-être défi Déjà, je crois que oui, c'était la première fois que je travaillais sur un sujet qui n'était pas mode pour des images comme ça. Du coup, c'était peut-être de rentrer dans un univers. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment été une difficulté parce que très vite, j'ai eu l'impression de trouver des façons de communiquer ce que vous essayez de dire, trouver des espèces de métaphores visuelles. Et pour moi, ça n'a pas été vraiment... c'était pas une difficulté, en fait. C'était plus une nouvelle aventure visuelle. Et non, moi, je crois que le truc, comme tu disais, à un moment donné, il faut poser le pinceau. Je crois que la gamme colorée, ça a vraiment été un truc qui m'a pris la tête pendant un moment parce que j'avais des millions d'associations dans ma tête où j'étais peut-être plus ci, peut-être plus ça, je revenais dessus. Puis le moment où tu m'as dit, bon, maintenant tu nous envoies les couleurs, je me suis dit, ok, maintenant on arrête de tergiverser. Mais ça me fait ça pour tous les projets. C'est pas typique pour celui-là.
Mais voilà, en fait, comme je sais que ça va déterminer tout le reste, c'est vraiment crucial, quoi. Et donc voilà. Et pour autant, je sais quelle quantité de questions ça m'amène à chaque fois, mais c'est jamais désagréable ou c'est jamais stressant. Je sais que ça fait partie du jeu, que je mets du temps, que si je veux que ça fonctionne, il faut que je teste vraiment plein de choses pour voilà, trouver comment ça va s'équilibrer en termes de clarté, en termes de saturation, etc. Et je sais que ça se fait jamais comme ça. Donc maintenant, je suis un peu rodée à l'exercice. Donc voilà, je sais que ça prend du temps, mais que le résultat vaut toujours le coup. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Et donc voilà, moi, c'est plus... En fait, une fois que j'avais les couleurs, pour moi, l'autoroute, elle était vraiment tracée. Une fois que j'avais peint mes fonds, que j'ai commencé à découper, pareil, le fait de travailler à la main, ça réglait aussi une question toute simple, c'est-à-dire la question de l'échelle. Bon, voilà, je fais à l'échelle de mes mains. Je compose dans des formats horizontaux, mais voilà, je n'avais pas non plus 10 000 options de formats. Et puis après, du coup, ce qui était intéressant, c'est que comme tu m'avais demandé à l'avance de faire en sorte que les illustrations soient animées, le fait de découper, je voyais de toute façon quelle allait être l'étape suivante. C'est-à-dire que là, j'ai montré les images avec les éléments collés, mais en fait, ça, je l'ai fait avant-hier. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai composé les images. Je les ai juste posées avec du scotch repositionnable pour voir si la compo fonctionnait. Ensuite, j'ai tout scanné élément par élément. Enfin, voilà, main bleue gauche, main mauve, bref, avec tout en calque séparé sur Photoshop, en nommant bien chaque calque, parce que je savais qu'après, l'idée, c'était d'animer sur After Effects. Et donc, il fallait absolument pas que j'ai calque 1, 2, 3, 300, j'en sais rien. Et donc, du coup, une fois que toute ma séparation d'éléments elle était faite sur Photoshop, j'avais tout qui était prêt pour animer. Donc, du coup, pour moi, c'était vraiment pareil, deuxième autoroute. Mais par contre, c'est vrai que la période de détourage sur Photoshop a été assez longue. Assez intense. Oui, parce que aussi, Cécile a vraiment décidé aussi de tout faire à la main et ensuite de venir l'animer, on va dire, numériquement. Ouais. Et en fait, c'était aussi un peu tout l'enjeu de ce MOOC. Et je pense que vous l'avez compris aussi dans le dernier épisode, on en parle aussi de cette question de lier monde physique et monde numérique qui était vraiment... Ouais. qui fait partie de nos vies au quotidien. Et ça se ressent dans le travail de Cécile. Donc, c'est vraiment cette démarche-là qui... on espère en tout cas est visible. Et maintenant, vous savez que derrière, en fait, il y a un travail. Moi, je suis sûre énorme. Que ça se. Même si peut-être que tout le monde ne le voit pas, mais je suis sûre que ça se sent. Et je pense que si j'avais fait tout ce travail-là sur Illustrator, le résultat aurait été vraiment différent. Illustrator, qui est un logiciel du coup pour dessiner des formes en vectoriel. Et du coup, on n'a pas cette question justement de l'échelle, de texture. Que ici on a hyper fort quoi. Et qui se ressentent beaucoup. Voilà. Et puis c'est marrant parce que c'est vraiment le reflet aussi de moi, ma pratique en tant que designer, c'est que je suis absolument pas dans le rejet du numérique ou de la technologie, etc. Pas du tout. Mais par contre, je garde toujours un pied dans la matière. Quoi que je fasse, il y a un moment donné où ça passe d'un monde à l'autre, mais moi je suis vraiment je me sens vraiment au milieu, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que c'était amusant de passer de la peinture à After Effects. Non, c'est vrai. Merci beaucoup. Oui, c'est ce que disent les commentaires, c'est que là, vous découvrez qu'en fait, tout a été fait au niveau de ces illustrations à la main. Voilà, et on aimerait, on est en train de voir un petit peu pour travailler aussi sur le fait que toutes ces illustrations servent un propos plus large. Donc, on a cette idée, cette question est revenue plusieurs fois, et qu'est-ce que vous allez faire après le MOOC, mais on a cette idée en tout cas que tout ce travail qu'a fait Cécile de documentation aussi graphique puisse être réutilisé. Donc, on va voir un petit peu. Voilà. On va lancer un concours sur Instagram pour gagner un neurone. J'ai des neurones en papier découpé. C'est ça, oui. On peut faire une collection de t-shirts. Voilà, c'est ça. Non, je rigolais, mais c'était vraiment cette... Ah, Florence est intéressée. Non. C'était vraiment cette idée de peut-être créer des affiches de sensibilisation, etc., avec les messages qui ressortent du MOOC. Je pense qu'il y a, juste pour ajouter par rapport à ça quelque chose,
c'était un peu dans ce que tu disais, Marion, ou dans ce que tu précisais, Xavier. Nous, on voulait faire avec Marion un outil qui soit pédagogique, mais c'est pas parce que c'est pédagogique, parce que c'est sur Fun, parce que c'est pas un film ou quelque chose qu'on voit à la télé, que ça doit pas se permettre le meilleur. Et je pense que c'est aussi ce qu'on avait voulu au moment où on a travaillé avec Cécile, c'est se dire oui, nous on a envie, voilà, il y aura une charte graphique dans ce MOOC, et ben on veut quelque chose qui soit vraiment à la hauteur de ce qu'on aimerait pour nos participants. Et moi, vraiment, quand tu es venu travailler avec nous, c'était très impressionnant. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail de Cécile, de la beauté de ce qu'elle a fait. Et moi, je suis ravie que pour ce MOOC, on est dans tout, aussi bien dans ce que tu as filmé, dans le son qu'il y avait, dans le montage. Que voilà, on vous a donné quelque chose de qualité et pas parce que c'est pédagogique, il suffit juste qu'il y ait Marion et moi devant un écran en train de parler et puis ça suffit, quoi. Exactement. Et puis, la même chose avec les activités aussi. Héloïse a multiplié les supports. Vous avez vu, il y en a qui ont découvert Zoom grâce à nous, on est très contents, mais il y a aussi les Padlet, les cartes mentales, les QCM. Là, dernièrement, il y en a certains qui ont dû utiliser Miro, etc. Enfin, c'était aussi l'idée que derrière, vous utilisiez aussi le numérique comme un outil aussi d'apprentissage de votre côté. Peut-être d'ailleurs, Héloïse, désolée de te prendre un peu au dépourvu, mais est-ce que tu peux donner un petit témoignage sur comment tu t'en es sortie et ta difficulté. Peut-être ton plus grand défi, Fun, peut-être. Il y a quelqu'un qui posait une question en fait sur le Padlet. Oui. Savoir un peu sur le choix des outils, si c'était à refaire. Peut-être tu peux un peu expliquer ce que tu as vu comme démarche pour les choisir. Alors, pour les activités, on a des activités qui sont de FunMOOC et qui sont implémentées dans la plateforme, mais on n'a pas vraiment de choix. Donc, tout ce qui est QCM, quiz. Mais nous, ce qu'on a voulu aussi valoriser énormément dans le MOOC, c'est notre communauté d'apprentissage. Et une communauté qui co-construit l'apprentissage ensemble. Donc, ça, on a voulu le faire au moyen d'outils collaboratifs. Donc, on a un nuage de mots, on a un wiki, une carte mentale, on a beaucoup de Padlet qui nous permettent un peu de centraliser toutes les ressources. Et c'est vrai que parfois, les petits soucis qu'on peut rencontrer, c'est comme c'est collaboratif, parfois, une personne passe sur le Padlet, ça vient d'arriver, peut-être fait un clic à l'endroit où il ne voulait pas, il y a des choses qui disparaissent, il y a une carte mentale parfois qui se retrouve avec le centre, c'est plus le bon mot, c'est plus... voilà, donc ça évolue un petit peu aussi parce que on prend tous les outils en main et il y a aussi des personnes qui découvrent. Donc, je pense que pour répondre à la question, c'était d'Arnaud pour une prochaine session. Je pense que peut-être un petit peu plus de guidage autour des outils collaboratifs. Mais c'est vrai, comme disaient Lisa et Marion, ce qui est intéressant aussi, c'est de découvrir et d'apprendre des nouveaux outils. Et on espère que vous pourrez les utiliser par la suite dans vos pratiques. C'est vrai que parfois, on peut se retrouver un peu au dépourvu face à un Padlet. Donc, c'est vrai qu'il y a une vidéo. J'ai créé une petite vidéo pour expliquer comment l'utiliser. Mais bon, voilà, j'espère en tout cas que vous aurez découvert de nouveaux outils et appris avec vos pairs. Et voilà, donc peut-être qu'une des difficultés, c'était ça. Et puis aussi, parfois, la plateforme FunMOOC. qui n'est pas toujours facile, qui est un peu capricieuse. Après, la plateforme est parfois capricieuse, mais il y a une équipe Fun qui est super réactive. Ouais, super, oui. Et là-dessus... Et que je tiens à remercier aussi. C'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que les difficultés que vous avez aussi peut-être ressenties, en fait, à chaque fois aussi, le fait qu'on en ait eu plein, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans le chat qui le disent que c'est super cette variété, en même temps super un peu, mais en même temps on a découvert des choses. En tout cas, nous, c'est la première fois qu'on faisait un MOOC. Héloïse aussi, c'est la première fois qu'au final, tu t'occupais de l'ingénierie pédagogique d'un MOOC. Donc, c'est une première. Voilà.
Et Cécile, c'est la première fois que tu animais un MOOC. Avec Xavier, on avait notre expert, heureusement, notre repère. Mais non, mais en tout cas, c'était la première fois pour beaucoup. Donc voilà, on a essayé en tout cas d'être le plus, que ce soit le plus agréable et ludique aussi pour vous. J'ai l'impression que le MOOC, c'est un vieux bébé, non? Ça fait longtemps qu'il naît. Justement, on avait une question, combien de temps avez-vous passé? Alors, parce qu'il faut savoir qu'au CRI, ils n'ont pas financé en plus toute la partie du MOOC. Au CRI, on a souvent cette idée que le CRI finance une partie et que c'est à nous aussi d'aller chercher un petit peu des fonds ailleurs. Donc, on a commencé à discuter avec le LabEMI en septembre 2019. On a eu notre bourse pour le commencer en décembre 2019 et on a commencé à filmer en janvier 2020. Donc, on a filmé jusqu'à septembre 2020. Entre-temps, on a commencé quand même des périodes de montage. Et après, le MOOC est sorti en janvier. Donc, voilà. Donc, c'est une année à partir du moment où on a pu commencer à filmer. Et 6 mois avant de réflexion. Donc, voilà, un an et demi. Et encore 3 mois de partage avec vous. Donc, c'est un gros projet. Et il y avait aussi dans les questions qui nous étaient posées sur le choix des intervenants. Je pense peut-être, Marion, tu peux préciser comment on avait fait ça au départ. Au départ, je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'on avait sélectionné des personnes dans notre entourage qui travaillaient déjà sur ces questions. Et puis, on avait envie d'avoir dans cet entourage-là, d'avoir un panel qui soit le plus large possible. Donc, on a 5 types d'intervenants dans ce MOOC qui correspondent d'ailleurs aux 5 logos par Cécile qu'on va avoir aussi en vrai. Donc, peut-être qu'on peut même, si Cécile retrouve ces logos, je la prends un peu au dépourvu, mais voilà, ici. Alors là, je vous 3. Donc, les approcher si tu veux. Ouais, les logos que vous retrouvez ici. Donc, j'arrive pas. Donc, la main bleue, c'était les praticiens de terrain. La main violette, c'était les chercheurs. La main marron avec le cœur rouge, c'était les familles. Ici, vous avez les décideurs politiques et de l'autre côté, les designers et entrepreneurs. Donc, voilà, c'était tous les profils qu'on avait identifiés qui étaient les acteurs en fait qui gravitaient autour de cette question de la petite enfance et du numérique. Et on a d'abord sollicité notre réseau et comme je l'ai un peu dit, après, ce réseau s'est vite agrandi parce qu'en fait, à chaque fois qu'on interviewait une personne, elle nous disait d'en aller voir une autre. Entre-temps, on parlait de ce qu'on était en train de faire avec d'autres personnes qui nous disaient « Ah, mais vous devriez aller voir telle ou telle personne ». Et juste pour vous dire, le sujet est, je pense, tellement important qu'on n'a pas eu de refus, en fait. On n'a pas eu de refus de la part des intervenants et peu importe leur statut, leur agenda, ils se sont vraiment tenus hyper disponibles et également pour tous les débats qu'il y a eu après. Soit c'est parce que c'était des agendas qui ne collaient pas, mais ils étaient super contents, en tout cas à chaque fois de rencontrer la communauté. Il ou elle était super contente de rencontrer la communauté et il faut savoir qu'ils n'ont pas été rémunérés pour ce travail. Ça, c'est important aussi de vous le préciser, qu'ils l'ont fait sur leur temps de personnel ou de recherche. Voilà. Donc, peut-être pour préciser aussi dans notre choix, nous, des intervenants, on avait cette volonté avec Marion qu'il y ait une représentation assez large des avis actuels sur le numérique et la petite enfance. Et donc, on n'a pas voulu comprendre que les personnes avec qui nous, Marion et moi, on était forcément en accord parfait. Mais on s'est dit, voilà, on veut un peu que le champ des différents points de vue soit représenté, mais avec toujours, un choix éthique, que ce soit des personnes qui basent leur point de vue sur la recherche et qui ne soient pas dans la culpabilisation ou la stigmatisation des familles et des professionnels. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes dont on a fait le choix de ne pas les interviewer parce que ça n'allait pas avec les valeurs éthiques de Premier CRI et du CRI. Voilà. Mais bon, on a des intervenants qui après nous ont dit « Ah bah tiens, c'était super parce que y a des personnes qui interviennent dans votre MOOC. Moi, je ne suis pas d'accord avec elles, mais c'est chouette de voir les différents points de vue, de voir que les personnes se répondent. » Et c'était aussi ce dont on avait envie, c'était de faire confiance à nos participants pour avoir un esprit critique et analyser ces différents points de vue plutôt que de vous donner un seul point de vue. Merci beaucoup. On a plusieurs remarques. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. C'est toujours très agréable à lire. Effectivement, Pierre, pour revenir, Pierre 38, pour revenir à votre remarque, je ne sais pas si vous voulez expliquer à voix haute ce que vous venez de nous dire. Ou sinon, je peux lire un petit bout de ce que vous avez marqué. Pierre ?
Non? Bon, du coup, Pierre nous disait que il avait trouvé que parfois on était donc j'ai trouvé un petit décalage entre le contenu, les références bibliographiques qui critiquent de manière assez soft l'utilisation des écrans. Et par contre-coup, souvent des écrans, et l'épisode 5 qui remet d'une certaine façon bien davantage de limites quant aux usages des écrans pour utiliser le numérique de manière plus intelligente, le plus souvent hors écran. Et c'est sur ces dernières applications présentes, surtout à travers l'épisode 7, que j'ai trouvé le MOOC très intéressant. Effectivement, cet épisode, il est peut-être un peu différent de tout ce que vous avez entendu auparavant, mais il fixe aussi le point d'ancrage, enfin le contexte. Cet épisode 5 seul n'a pas de sens si tout ce qui a été expliqué avant n'arrive pas. Enfin, c'était vraiment cette idée, et on espère que vous l'avez ressenti, mais c'est qu'il y a une progression aussi dans les messages diffusés et dans cette idée aussi de culture numérique qui est peut-être un peu nouvelle pour vous, d'avoir une progression, en fait, de passer de cette question de l'écran qui prend toute la place aujourd'hui dans les débats autour du numérique et de la petite enfance pour aller vers d'autres sujets. On a aussi traité des éléments clés du développement de l'enfant. Au-delà de l'écran, des choses que le numérique en fait remet sur la table, des éléments essentiels du développement. Donc on a essayé en tout cas d'avoir une espèce de progression tout au long des 5 épisodes, et effectivement on n'a pas voulu avoir un message tranché blanc ou noir sur tous les avis qui ont pu être donnés. En fait, on préférait vous offrir un panel et que vous puissiez adapter, vous, dans vos pratiques, votre propre réflexion sur le numérique et sur l'usage des écrans avec les enfants que vous fréquentez, parce que ça va être très différent d'un milieu socioculturel à un autre, suivant aussi la progression de votre enfant, suivant aussi vos contraintes familiales, vos contraintes pédagogiques, les outils que vous avez dans votre classe. Voilà, c'est un peu à chacun, en tout cas, selon nous, de se faire son propre avis, avec toujours quand même ce message clé qui va ressortir, qui était que avant 3 ans, il n'y a pas d'intérêt à mettre un enfant seul devant un écran. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. Voilà, et que par contre, si vous utilisez un écran avec un enfant de moins de 3 ans, c'est peut-être sur un usage très spécifique et surtout un accompagnement qui est très, très important. Ça, c'est un message clé. Et à partir de 3 ans, commencer d'autres activités et toujours avec l'accompagnement des parents ou des personnes adultes qui entourent l'enfant ou alors des grands frères et des grandes sœurs, qui est fondamental à tout âge. Mais j'ai envie de dire que ça se poursuit également après 6 ans pour beaucoup de pratiques. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais, Marion, peut-être sur scénario qu'il y avait, donc ce parcours qu'on a voulu vous faire au sein du MOOC. Peut-être, Xavier, tu peux expliquer un peu comment tu nous as guidés pour construire un épisode et construire quelque chose en 5 épisodes, parce que c'était... Au début, on n'en avait que 4. Ah oui, c'est un vieux principe. La plupart des gens qui écrivent des histoires le connaissent. Ce principe, c'est le principe du nœud dramatique. C'est-à-dire que si vous racontez une histoire sur un type qui sort de chez lui et qui va chez le boulanger et qu'il ne lui arrive rien entre chez lui et le boulanger, on s'en fout, c'est pas une histoire. Donc il faut qu'il y ait une cassure au centre. Donc on peut imaginer un truc très simple. Voilà ce qui se passe, voilà l'état de l'art. Notre personnage doit évoluer du point A au point B, donc il faut qu'il lui arrive quelque chose au milieu. Donc on essaie de le penser comme ça, en se disant, la culture numérique et l'enfance, comment ça se passe, qui pense quoi et à quel moment il y a une rupture. Voilà, de manière à essayer de tenir les gens en haleine. Enfin, voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et puis oui, je voulais dire un truc aussi, c'est que la fabrique d'un MOOC, c'est déjà de l'humain. C'est primordial. C'est-à-dire que si vous arrivez sur un tournage et que vous commencez à casser les pieds de tout le monde parce que vous avez oublié une pile, votre micro et je ne sais quoi, ça y est, ça part mal. Parce que les gens qui sont là ne sont pas comédiens, ils ne sont pas là pour rester 3 plombs dans un fauteuil. Parfois, ils ont le trac, ce qui est normal. Donc, il faut essayer vraiment de les mettre à l'aise, d'aller le plus vite possible. Moi, je travaille avec un assistant ou une assistante, on essaie d'aller le plus vite possible, on n'embête personne et on fait pas répéter. En plus. Tu peux me la refaire, s'il te plaît, elle n'était pas bonne. C'est jamais ça. C'est pas possible. Donc voilà, donc, 1, il y a de l'humain, 2, il y a de la technique, parce que si vous arrivez sans pile et tout ça, c'est pas bon. Et puis surtout, il y a des data, donc des données. Et ces données-là, il faut revenir à chaque fois, à chaque fin de tournage, avec de la matière, avec des rushs. Sinon, tout est foutu. Voilà.
Donc, Peut-être la pour, technique qui ouais, supporte l'humain. c'est Ouais, ça. c'est ça, un peu. Hein. Et Préciser, l'humain qui supporte la technique. la méthode aussi un peu qu'on a utilisée. Après chaque interview, on les a toutes retranscrites, les interviews, et ça nous a permis, avec Xavier et Marion et Léa, de choisir aussi les passages qu'on allait mettre de chaque intervenant. Et après, il y a vraiment le montage qui a été très important, de savoir couper, de faire du dialogue. Enfin, tu peux peut-être expliquer Oui, voilà, un bon, peu, après le montage, vous savez tout ce que c'est. Ce qu'il y a de bien avec le montage, c'est que tout est possible. Enfin, depuis qu'on connaît Godard, on sait que ça a commencé un peu comme ça. On sait que c'est rigolo. On peut couper le son, tout ordre, faire ce qu'on a envie de faire à condition. On crée une rythmique. On crée une manière de raconter une histoire et chacun a la sienne et chaque monteur a la sienne et c'est ça qui est intéressant. Bon, nous, on est quand même, c'est très académique ce qu'on a fait, mais c'est simple et il existe une rythmique. Alors évidemment, passer d'un intervenant à un autre, il y a quelque chose comme dans tes dessins, comme dans ton travail, c'est exactement pareil. Les choses s'emboîtent, quoi. Il faut que ça coopère, quoi, que tout coopère. Mais c'était drôle parce que parfois on faisait des interviews et on savait exactement où est-ce qu'on allait placer. Au fur et à mesure qu'on faisait les interviews, on savait où est-ce qu'on allait placer les passages. On voyait qu'en fait, il y avait un dialogue qui s'instaurait entre les intervenants. Les intervenants, ça se trouve, ne se connaissaient même pas ou et ne savaient pas ce qu'avait dit l'autre intervenant ou intervenante avant. Donc, c'était vraiment intéressant ce qui se passait. Juste pour vous rassurer tous, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent, les vidéos vont être accessibles bientôt pour tous. La plateforme Fun ferme le 28. Et juste parce que pour rassurer, parce que c'est la question qui revient, ne vous inquiétez pas, on va faire. Héloïse est en train de tout archiver. On ne sait pas trop comment on va mettre ça en place. Ça va venir et on est désolé parce qu'en fait, on ne savait pas exactement comment on allait gérer l'après-MOOC, mais on est en train de le faire. Et il y aura accès à tout ça, vous inquiétez pas, et on reste en contact avec vous. On a récupéré tous vos mails, donc on vous connaît. Non, je rigole, mais plus sérieusement, on a récupéré vendre des trucs. Ouais, voilà. Des t-shirts neurones. Non, c'est une blague, hein, tout ça. Mais c'était vraiment pour vous dire qu'on va essayer de mettre en place le groupe Facebook va rester ouvert pour que vous puissiez continuer à échanger entre vous. Et on va essayer de mettre en place, en tout cas, une plateforme pour que vous puissiez récupérer les contenus et qu'on puisse ensemble continuer à travailler sur ce contenu qui mérite aussi, on en a parlé avec Xavier, mais qui mériterait aussi peut-être encore d'être amélioré. Et en tout cas, c'est un travail c'est pas fini ce soir, quoi. Je pense en effet, pour parler un peu de la suite aussi que tu as évoqué tout à l'heure, Marion, nous on a cette envie au sein de Premier Cri que ce MOOC puisse exister sous un format plus court, enfin pas en 5 épisodes, mais en un épisode de 56 minutes, et qui puisse être utilisé pour faire de la formation, que nous on puisse animer ou que vous puissiez animer des formations dans, par exemple, vos établissements ou ce genre de choses, et de continuer à travailler avec Cécile aussi pour faire de la prévention et utiliser ou que tu crées de nouvelles choses pour voilà, sous un autre format d'affiches. Donc voilà, donc il y a encore plein de projets autour de ce MOOC qui sont à venir. Exactement. Il y avait un truc que j'aimais bien dans comment on a bossé ensemble, c'est que du coup, très vite, en fait, tu m'as donné accès aux retranscriptions des vidéos. Ouais. Et en fait, j'avais tout lu et puis tu m'avais dit, à ce moment-là, il y aura une image, là, il faudrait que tu mettes quelque chose. Et du coup, le fait de tout lire et de voir parce que c'était sur Google, de voir les modifications de tout le monde, les remarques de tout le monde, moi, ça m'a vraiment permis, alors que je n'étais pas dans la même ville que vous, de m'imprégner vraiment du sujet. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette parce que c'est pas facile quand il y a autant de contenu de trouver un moyen que justement le travail soit fluide, alors que voilà, il y a de la quantité plus la distance. Et là, je trouvais que ça marchait vraiment bien parce que j'avais l'impression d'être un peu... avec nous. Des fois, j'étais un peu avec vous, quoi. Mais en fait, il y a un gros travail de documentation quand on inclut autant d'acteurs, quand on inclut autant de... on a donné aussi accès aux vidéos avant aux intervenants pour savoir s'ils étaient d'accord avec les passages qu'on avait sélectionnés, s'ils étaient OK avec le contenu. Pour nous, c'était très important que ce contenu, il corresponde à toutes les personnes qui avaient travaillé dessus. Voilà. Il y a Marcos et Pauline qui veulent se parler. Alors, Pauline a levé la main en premier, donc je laisse la main à Pauline. Et Marcos, après, ce sera à vous. Merci, bonsoir.
Alors moi, j'aurais juste aimé avoir un petit peu plus de précision sur quel a été en fait le rôle de l'ingénieur pédagogique tout au long de la conception de ce MOOC. Voilà, c'est un métier qui m'intéresse et puis du coup, j'aurais aimé avoir un peu plus de précision. Enfin voilà, est-ce que ça a été des aides ponctuelles? Est-ce que ça a au contraire été quelque chose plutôt sur le long terme? Voilà, un petit peu ça. Merci Pauline. Ingénieur en plus pédagogique, c'est un métier qui n'est pas connu de tout le monde, qui est un métier un peu de l'ombre. Donc c'est bien qu'on puisse aujourd'hui le mettre en valeur. Juste pour expliquer, avant qu'Héloïse nous rejoigne, on a travaillé donc avec Léonore Tournebeuf, qui nous a accompagnés vraiment sur qu'est-ce qu'un MOOC déjà. Elle nous a expliqué ce qu'était qu'un MOOC, comment ça fonctionnait au niveau de l'ingénierie pédagogique, quels étaient les objectifs pédagogiques correspondant à chaque MOOC, quelles activités on allait mettre en place derrière. Donc on savait que quand on construisait le contenu, il y allait avoir aussi des activités qui correspondaient derrière. L'un allait avec l'autre, c'est-à-dire que c'est pas on construit d'abord tout le contenu, puis ensuite on construit les activités pédagogiques. Vraiment, il y a un transfert en fait en permanence. Et après, donc il y a Héloïse qui nous a rejoint, donc je lui laisse la parole. Donc il faut savoir que Léonore a fait un travail formidable et a tout documenté. Elle a créé un dossier de 30 pages qui explique en détail les objectifs de ce qu'elle a compris aussi, elle, en tant que personne extérieure qui ne construisait pas forcément les interviews avec nous, mais qui les regardait à chaque fois et qui nous faisait des retours. Donc, Léonore a tout documenté. Donc, il y a sur les différentes parties d'un MOOC, quels étaient les publics cibles aussi, t'en as parlé, Lisa. Je pense en effet, pour finir, après, je te laisse la parole, Héloïse, pour que tu expliques ton travail à toi, mais pour la partie de Léonore, elle nous a vraiment guidés. En fait, elle nous a un peu fait comme passer des interviews à Marion, Léa, que vous n'avez pas pu rencontrer, mais qui a travaillé sur le MOOC avec nous, et moi, de nous dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait. Elle nous a pas dit quels sont vos objectifs pédagogiques, parce qu'elle se doutait que nous, on ne pouvait pas l'exprimer de cette manière-là, mais elle a discuté avec nous, et après, elle nous a dit, voilà, moi, de ce que j'ai compris, vos objectifs pédagogiques, c'est ça, le public que vous visez, c'est celui-là, le public prioritaire, c'est lui, ensuite, il y a lui, et puis, donc, il faudrait mettre en place telle activité, et nous, après, bien sûr, dans la discussion, on a corrigé des petites choses, ah bah non, ça, c'est pas exactement ce qu'on veut faire, mais elle nous a vraiment permis, c'était un peu de la maïotique, quoi. Elle nous a permis de faire sortir nos idées, de savoir ce qu'on allait faire. Et comme disait Marion, elle a tout préparé pour que Héloïse et Alexandra puissent nous rejoindre. Et Héloïse, on te laisse expliquer ton travail à toi. C'est vrai que pour moi, quand je suis arrivée, le gros du travail était fait parce que Léonore c'est l'ingénieure pédagogique qui est restée le plus longtemps avec l'équipe et qui a donc créé tout le contenu, les activités, toute la partie pédagogie. Moi, je suis arrivée au moment plutôt de l'implémentation des activités du MOOC sur la plateforme. Donc, moi, j'ai eu tout un travail plutôt avec la plateforme, apprendre comment ça fonctionne, mettre les activités, la mise en page et voir aussi un petit peu comment adapter certaines activités avec ce que nous permet de faire la plateforme et aussi quel type d'activités collaboratives on pouvait mettre en place. Donc ça, moi, je me suis aussi occupée de cette partie. Et ensuite, l'animation de la communauté, communiquer avec la communauté, m'occuper de certains problèmes techniques, répondre à des questions. Ça, c'était la partie qui s'est mise en place plus au moment où on avait déjà lancé le MOOC. Donc, il y a eu tout le pré-MOOC et ensuite, moi, comme je dis, je suis arrivée au moment plutôt de l'implémentation. J'ai été aussi accompagnée, aidée d'Alexandra. Je ne sais pas si elle est là ce soir, je ne l'ai pas vue, mais en tout cas, moi, je voulais aussi la remercier parce qu'elle m'a aussi accompagnée et répondu à beaucoup de questions pour l'implémentation du MOOC et la gestion de la communauté d'apprentissage. Donc voilà, moi, c'était un petit peu plus mon rôle pendant le MOOC, plus à la fin, je suis arrivée. Ok, super, merci beaucoup, c'était intéressant. Et en tout cas, Pauline, si tu as des questions peut-être plus propres à même la formation, peut-être qu'il y a un dialogue qui peut s'instaurer, enfin on peut garder contact. Voilà. Nous, on n'y connaît rien, Oui. et on est entouré de personnes qui connaissent ce métier bien mieux que nous. Voilà. Et je pense que avec plaisir. En tout cas, pour nous, c'était très important d'avoir des ingénieurs pédagogiques avec nous et c'est un métier à part entière. Et Marion et moi et Léa, on était capables de certaines choses, mais on n'aurait jamais pu faire ce que Léonore ou Héloïse sont en train de faire. Donc voilà, c'est un métier important dans la création d'un MOOC. Fondamental. Ouais.
En tout cas, Pauline, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez des... Voilà, quoi que ce soit, écrivez-nous. Hein. Oui, c'est gentil, j'y penserai. Merci beaucoup. Merci à vous. Marcos, à vous? Bonsoir, je parle du Brésil, je suis enseignant brésilien. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de mon français. C'est parfait. Et après, bon, merci. Et après, je voudrais féliciter l'équipe pour le travail. J'ai une question par rapport à la culture numérique dans l'école française, dans l'école publique française. Je voudrais savoir comment se passe, comment vous voyez l'utilisation de l'outil numérique et plus la culture numérique dans l'école publique française. C'est ça. Merci. Merci de votre question, Marcos. Je vous invite à aller voir aussi. Vous étiez inscrit sur Fun, Marcos, j'espère. Enfin, vous avez suivi le MOOC sur Fun? Oui, tous les MOOC que j'ai suivis. Oui, et ce serait super que vous allez regarder en fait tout ce qu'a mis en place peut-être Héloïse qui pourra vous aiguiller si vous avez des questions en fait relatives à ce sujet-là. L'idée de la discussion, je m'excuse, mais ce soir était vraiment de parler de la réalisation du MOOC. Et c'est toute cette question de la culture numérique est forcément passionnante, mais vous trouverez en fait toutes les discussions relatives au fait de comment s'insèrent les outils numériques en maternelle. Il y a notamment l'épisode 4 qui parle beaucoup de la mise en pratique des outils au sein de l'école française. Il faut savoir qu'on n'est pas non plus le pays le plus avancé sur ces questions d'intégration du numérique à l'école, mais qu'il y a un effort qui est fait, et que de plus en plus, il y a une réflexion aussi qui est menée au sein du ministère de l'Éducation nationale à ce sujet, notamment au sein de la direction du numérique pour l'éducation. Et si vous voulez lancer une discussion, soit sur le groupe Facebook, soit sur la discussion sur Fun, pour que peut-être d'autres enseignants vous partagent leurs ressentis, je pense qu'ils seront beaucoup plus à même, en tout cas, de répondre à vos questions que nous, parce qu'on n'est pas non plus enseignante et on n'est pas des spécialistes de l'école en tant que telle. On est chercheuse avec Lisa. Mais n'hésitez pas à lancer une discussion pour que peut-être Héloïse aussi, il y a un Padlet, je crois, avec un partage des pratiques pédagogiques de chacun qui pourrait être très utile à Marcos. Si tu peux lui repartager peut-être le lien. Oui, et Marcos aussi, n'hésitez pas, comme je disais à Pauline, de nous écrire. Et on a encore jusqu'au 28 février l'accès à la plateforme. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le forum de discussion, poser des questions aussi dans le forum pour qu'on y réponde. Voilà, c'est un lieu aussi pour vous, enfin surtout pour vous. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, Marcos. Depuis le Brésil, il faut savoir qu'on a eu une comité hyper internationale et on est super contente d'avoir dépassé les frontières françaises. Peut-être une des choses aussi sur la réussite de ce MOOC pour nous, en tout cas le plaisir qu'on a pris à le faire pour toute l'équipe, c'est aussi tout ce moment d'échange avec vous, et je pense qu'on est vraiment très très heureuse avec Marion de la communauté qu'il y a autour de ce MOOC, de la qualité des échanges que vous avez eus, de voir les références que vous vous envoyez, les discussions, toute cette animation, que ce soit permise aussi par Héloïse, mais sur Fun, sur Facebook. Donc, merci à vous, parce qu'on reçoit plein de compliments de votre part dans le chat, mais on doit aussi vous complimenter, vous, et vous remercier, parce que le MOOC, il n'est pas un contenu qui... Enfin, c'est pas une coquille vide, il existe parce qu'il y a une communauté qui est autour et des personnes qui interagissent. Et donc, c'est vraiment aussi grâce à vous que ce MOOC, on l'espère, de bonne qualité. Il y a une question qui dit, il y avait combien de participants? Vous êtes plus de 5000. Voilà, on a 5000 personnes qui se sont inscrites. Peut-être pas qui ont tous suivi assidûment tous les jours. Parce qu'on sait que le taux de suivi est entre 10 et vraiment 15%. Mais donc, voilà, on a pour le premier épisode, qui est celui qui a été le plus vu pour le moment, vu que il y avait... je crois, aux dernières nouvelles, 2500 personnes qui l'avaient regardé. Donc, on a quand même un peu de monde qui nous suit. Et on espère vraiment continuer à faire vivre ce MOOC. Et d'ailleurs, on a une très bonne suggestion d'Isabelle qui nous disait qu'avoir un contenu plutôt à l'usage des professionnels et un contenu plutôt à l'usage des familles, ça pourrait être bien. Je pense que c'est vraiment dans notre idée avec Marion, avec Cécile et Xavier, de aussi de maintenant réfléchir pour la suite.
comment adapter les différents contenus aux différents publics. Mais merci de cette suggestion. Oui. Et d'ailleurs, au Québec, vous êtes aussi beaucoup plus avancé sur ces questions de numérique que nous, au sein en tout cas des établissements. Donc, au final, on pourra aussi échanger avec vous, Isabelle, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a on peut prendre une ou deux dernières questions? Si quelqu'un veut prendre la parole, on vous laisse. Est-ce qu'on a une question? Non, c'était clair. C'est bon pour tout le monde? Moi, j'ai une dernière question pour toi, Marion. Il y a quelqu'un qui nous a demandé est-ce que ça valait le coup? Ouais. Ok. Ouais, c'est cool. Moi, je veux bien rajouter un truc, si vous le permettez. Allez. Je disais tout à l'heure, je parlais de technique et plein de trucs, mais un MOOC n'existe que s'il rencontre un public. Et ça, c'est vrai pour quasiment tout. Donc, on l'a rencontré et ça c'est quand même ce qui est le plus gratifiant. Et on sait pourquoi on l'a fait. Et voilà. En tout cas, merci encore, c'est sans vous. Ça marche pas. Exactement. Merci Xavier. Merci Xavier. Et oui, merci à tous. Et j'ai quand même le temps de finir, Myrline. Donc, le MOOC est ouvert jusqu'au 28 février. Il fermera le 28 février et on verra ensuite comment on peut mettre en place la suite. Voilà, suite, les vidéos en ligne. Oui, pardon, Héloïse. Oui, pardon, je lève le doigt. Juste pour dire que vous avez aussi accès à partir d'aujourd'hui à une section bonus. Vous n'êtes pas obligé de la faire, hein. Moi, par contre, on vous conseille. Vous avez 2 articles scientifiques à lire avec des questions d'accompagnement. Donc, voilà, on vous suggère de le faire. C'est très intéressant pour approfondir les questions qui sont traitées dans le MOOC. Et voilà, on va vous partager par la suite donc les ressources, les filles l'ont dit, Marion et Lisa l'ont dit. Et voilà, dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'était si vous pouviez aussi remplir les questionnaires de fin sur MOOC. Ça nous aidera aussi beaucoup dans toute une optique d'amélioration. On a besoin de vos retours, c'est très important pour nous. Donc, on vous remercie d'avance si vous pouviez aussi répondre au questionnaire avant le 28 février. Oui, merci Héloïse. Oui, répondez. En fait, le questionnaire pour nous, on va faire un peu une étude de savoir qui vous étiez, enfin qui étaient les participants de ce MOOC et quelles étaient vos attentes, est-ce qu'elles ont été atteintes ou non. Et donc, ça nous permettra, on a vraiment, comme on l'a dit, dans cet objectif de l'améliorer, de le compléter, etc. Donc, voilà, on vous invite vivement à remplir ces questionnaires qui sont anonymisés, mais c'est juste pour nous, pour savoir un petit peu comment améliorer les choses et écrire, en tout cas documenter tout ce qu'on a réalisé dans ce MOOC. Merci pour tous vos remerciements. Et pour les articles sur Kern, ceux du bonus seront accessibles, donc on les a mis en ligne puisque les auteurs. Si on les a pas encore mis en ligne, on va les faire. Alors, on va le faire très prochainement. Désolée, on s'en occupe ce soir pour que vous les ayez assez rapidement. Donc les 2 articles, les 3, il y en a 2 ou 3? Il y en a 2. 2 que vous puissiez dire, je ne savais plus si on avait mis 2. Ouais, 2. Il y en a 2. Parce qu'au début, on voulait en mettre 3 et je ne savais plus combien c'était fixé au final, désolée. Marion a dû m'arrêter, j'ai voulu vous faire travailler un peu trop. C'est ça, exactement. Toujours. Non, je rigole. Et puis, merci. Oui. Merci à Xavier, merci Cécile, merci Héloïse encore. Merci à Héloïse. Et merci à vous toutes et tous. Et puis, on continue à échanger, à garder contact et on vous tient informé de la suite de ce MOOC. Merci à vous. Oui, c'est un travail énorme, merci. Merci de le reconnaître. Je rigole. Merci. Et oui, ça valait le coup. Et on vous dit bonne soirée à tous. Profitez bien des articles de recherche. Maintenant, vous êtes tous des chercheurs. Et à très, très bientôt. Merci. Et aussi, vous pouvez suivre l'actualité de Premier Cri sur le site de Premier Cri. On a aussi tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas parce qu'on a d'autres activités bientôt pour vous et d'autres événements aussi sur Premier Cri. Voilà. Au revoir. Au revoir.